un indicateur extra-financier qui est de s'assurer qu'on amène 90% des collaborateurs à passer du niveau basique au niveau de maîtrise, voire d'expertise des sujets digitaux. Donc pour ça, on a tout un tas de formations à la data, à l'IA, en programmation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis ravi d'être avec toi, Nadège. Bonjour. Bonjour Clément, bonjour à tous. Ravi aussi d'être là. Alors Nadège, tu es la directrice formation chez Schneider Electric, notamment sur la partie France. Tu vas nous en dire un petit peu plus. On est ravis de t'accueillir. En plus, il y a quelques semaines, tu as remporté le titre de Learning Director 2024 à l'Open Education Night. On en reparlera peut-être un petit peu dans cet épisode. En tout cas, on est là aujourd'hui pour parler inclusion et formation avec toi. Allez, avant de parler inclusion et formation, je te propose peut-être de te présenter pour nos invités et nous présenter Schneider pour ceux qui connaîtraient pas. Parfait. Alors, qu'est-ce que Schneider ? Schneider, c'est une entreprise internationale de 150 000 collaborateurs. C'est une entreprise extrêmement performante puisque nous sommes la 5e capitalisation boursière et nous sommes au cœur des sujets sociétaux de transition énergétique puisque notre cœur de métier consiste à apporter des solutions d'efficacité énergétique pour des entreprises aussi variées que des sites industriels, des bâtiments publics, des hôpitaux, voilà, tout un tas d'entreprises. Et on a la spécificité d'être organisé en hub entre les US, l'Europe, l'Asie, et pour être au plus près de nos clients, de nos marchés et dans lesquels nous opérons et avoir des prises de décision au plus près de ces marchés. Et peut-être une autre de nos spécificités, c'est effectivement de mettre l'inclusion, la curiosité, l'action et la maîtrise au cœur de nos valeurs et de ce qui importe vraiment pour nous. Génial. Et te concernant pour ton parcours, ça fait quelques années, je crois que tu travailles chez Schneider Electric. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle aujourd'hui et peut-être sur ton passé chez Schneider Electric ? Alors j'ai eu la chance dans ma carrière d'acquérir et de développer 3 expertises. La première expertise, c'est d'avoir structuré et déployé dans plus de 10 pays les outils et process qui constituent aujourd'hui le squelette de nos politiques RH et qui ont permis de travailler dans cet environnement global. J'ai aussi développé une expertise en tant que HR Business Partner où j'ai accompagné des sites industriels et de R&D dans des transformations en accompagnant les managers et les collaborateurs dans ces transformations. Et puis, ce qui nous rassemble aujourd'hui, plus peut-être, c'est le sujet de design de formation, justement pour accompagner ces transformations, qu'elles soient à titre individuel d'ailleurs ou collectif, et soit sur des fonctions, soit effectivement aujourd'hui en France pour les 15 000 collaborateurs du territoire. Et alors en termes d'organisation, c'est une question que j'aime bien poser à nos invités, qui intéresse toujours nos auditeurs. Comment ça fonctionne ? Alors groupe français mais international, la formation mais pas que. C'est quoi votre fonctionnement pour développer les compétences ? Alors on est extrêmement matriciel chez Schneider et dans le cadre de la formation, en fait, on a à la fois des académies par fonction qui vont être force de proposition sur des compétences clés à développer pour les fonctions et des opérations qui vont déployer l'ensemble des programmes et en créer d'autres qui sont plus spécifiques sur les géographies sur lesquelles ils opèrent pour accompagner les collaborateurs. Ok, en termes d'outils, vous avez, comme beaucoup, j'imagine, plateforme de formation en ligne et vous faites du présentiel. Exactement. À quel niveau en termes de pourcentage ? Alors ça dépend des régions. Sur la France, on est à 60-40, 40 en distanciel et 60 en présentiel. Il y a d'autres régions où c'est complètement inversé et sur le groupe, on est plutôt à 70% en distanciel. Ok, très bien. Merci Nadège pour ces précisions sur Schneider Electric et sur votre organisation. On va maintenant passer au sujet du jour, l'inclusion et la formation. Tu as plein de choses à nous raconter. Ça va être une demi-heure ensemble, je pense, passionnante. En tout cas, je l'espère. L'inclusion, ça nous fait penser à plusieurs populations et on en parlait en préparant ce podcast. On voulait aujourd'hui parler des seniors. C'est une partie du sujet autour de l'inclusion. Vous avez mis des choses en place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette population spécifique que sont les seniors ? Exactement. Alors c'est un programme qui nous tient à cœur avec mon équipe parce que c'est un programme en fait qui répond à des attentes qu'on a pu avoir. C'est vrai que cette population chez Schneider, c'est une population qui vraiment
est un gisement de valeur pour nous, puisqu'on a une partie des gens, quand ils quittent Schneider à la retraite, qui ont plus de 30 ans d'ancienneté. Donc un savoir-faire, une expérience acquise qui est extrêmement importante et dont il faut qu'on s'assure qu'elle soit bien transmise, d'une part. Et il y a un lieu commun qu'on a pu entendre et qu'on peut entendre dans différentes entreprises, qui est que cette population serait en attente de sa prochaine étape, à savoir de la retraite. Or, dans différentes études qu'on a fait, on a pu se rendre compte, notamment dans notre étude d'engagement, que c'est une population qui est extrêmement engagée, que c'est une population qui a un fort sentiment d'appartenance, et c'est souvent ce que les entreprises cherchent de leurs collaborateurs. Et du coup, on a monté un observatoire des métiers pour mieux appréhender en fait les aspirations de cette population. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'aspérité dans les envies et dans les aspirations de cette population. Donc on a établi 4 personas qui représentent majoritairement, on va dire, les aspirations de ces populations. Donc on va retrouver Clara, qui souhaite continuer sa carrière, qui souhaite poursuivre dans sa fonction et qui va avoir envie de se développer, poursuivre les évolutions de sa fonction. Et là, dans notre observatoire, on a identifié qu'on a 84% des seniors qui disent avoir activement envie de se développer. On va avoir un deuxième typologie d'aspiration qui est Thierry, qui souhaite transmettre. Alors Thierry, ce qui fait qu'il se lève le matin, c'est de transmettre tout ce qu'il a appris à d'autres. Et donc là, on le retrouve aussi très factuellement dans nos chiffres, puisqu'on a 35% de nos tuteurs, qui est un gros dispositif d'apprentissage aussi, qui ont plus de 50 ans. Et 70% des dispositifs de transmission, soit dans des associations, soit dans des petites entreprises, sont demandés par des salariés de plus de 50 ans. Dans nos 2 autres personas, on va avoir Alba. Alba souhaite accélérer dans sa carrière. C'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu plus de temps, en tout cas beaucoup d'énergie et envie d'accélérer. Et là, pareil, à chaque fois, on a pu identifier des datas concrètes. On a 30% de nos salariés qui sont en mobilité après 50 ans. Super. Et le 4e peut-être, persona ? Et donc le 4e, Pierre, qui lui souhaite préparer sa nouvelle phase de vie et donc souhaite plus de flexibilité, peut-être du temps partiel pour pouvoir s'engager dans des associations ou en tout cas éviter un arrêt brutal dans sa carrière. Mais en tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est que à travers cet observatoire, c'est loin d'être le seul persona, là où dans les biais qui peuvent exister, ou la stigmatisation d'une génération, certains pourraient penser que c'est l'essentiel des aspirations des gens de cette génération. Et donc, à travers ces personas, ça nous a permis déjà que des gens puissent parler de leurs aspirations, échanger sur leurs envies professionnelles. Et ça nous a permis aussi, à travers beaucoup d'observations qu'on a faites lors des témoignages, lors des interviews qu'on a eues, d'identifier une problématique qui est que certaines personnes avaient du mal à se raconter, avaient du mal à mettre en relief parmi justement un certain nombre d'activités qu'ils avaient réalisées et d'expériences, à les mettre en relief et à raconter une histoire. Donc on s'est appuyé sur 2 outils de formation. Le premier qui s'appelle le T-Shape. Donc le T-Shape, c'est un canevas en T, comme on peut le visualiser assez facilement, avec la barre horizontale qui représente l'ensemble des expériences réalisées, et la barre et le vertical qui va représenter les savoir-faire acquis dans chacune de ces expériences. Et finalement, les premiers savoir-faire vont être transférables, et on se rend compte aussi que, en général, dans une carrière, se dessine un T parce qu'on a une expertise, voire 2 expertises, où là, on va aller plus dans la profondeur de l'expertise. Et on a aussi ces savoirs qui sont transférables sur même des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Le deuxième outil, qui est l'Ikigai, qui est un outil que j'affectionne vraiment particulièrement, parce que pour moi, il associe audace et puissance, vraiment, parce qu'il permet d'identifier, de se reconnecter à ses forces, à ses savoir-faire, à ses aspirations,
Et puis de rester extrêmement pragmatique, c'est de se rendre compte que de travailler sur quoi, de quoi mon écosystème a besoin. Que cet écosystème finalement soit l'entreprise ou plus largement. Et du coup, ça permet aux gens d'être très alignés entre ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils savent faire et comment le vendre dans des entretiens notamment. Alors je reviens sur les 2 outils, mais aussi sur les 4 personas que vous avez créés. C'est quelque chose qui a été déployé récemment, il y a quelques années. Comment ce projet finalement s'est lancé et pourquoi? Alors, on l'a déployé depuis 2022. Et concrètement, depuis 2022, on a déjà 200 personnes qui ont suivi ce programme de formation avec l'Ikigai. Et c'était là pour répondre justement à cette identification qu'on avait pu faire dans des observations en entretien, de ce besoin d'aider à mettre en relief en fait ces savoir-faire, à faire le tri aussi, parce que quand on en a acquis beaucoup, pour pouvoir accompagner ces évolutions de carrière, c'était important pour certaines personnes de pouvoir avoir cet accompagnement. Et alors l'ikigai, j'ai une question, je connais pas du tout, c'est un prestataire externe, une solution qui existe ou c'est quelque chose que vous avez créé vous-même en interne? Alors non, c'est un modèle qui existe Ok, on est accompagné par un prestataire qui nous aide à faire des ateliers autour, mais ça pas ne lui un outil appartient. fait maison, Voilà, c'est c'est pas un quelque outil chose. fait Ok, maison et ça n'appartient pas à un prestataire en particulier. Il y en a plusieurs qui l'utilisent. d'accord, ok. Tu voulais poursuivre, dis-nous peut-être sur les personas, comment vous avez construit ces personas, l'Observatoire des métiers. C'est un travail, j'imagine, qui se fait pas du jour au lendemain. C'est un projet sur combien de temps pour arriver à quelque chose d'assez abouti comme tu nous le présentes? On a passé environ un an à travailler sur ce projet en incluant les pilotes avant de le lancer. Et c'est quelque chose qu'on a, la partie formation avec l'Ikigai, c'est quelque chose qu'on a développé d'abord en France, mais sur les personas, c'est quelque chose qu'on a fait à la maille du groupe, avec tous les talent managers des différentes régions. Et c'est là où tout à l'heure je te disais qu'on travaille dans un mode très matriciel, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des projets comme ça où chacun va apporter une pièce et puis finalement en fonction des régions, chacun va déployer un programme un petit peu différent qui répond aux besoins plus spécifiques de son pays, mais où on va avoir une trame transverse commune et on a une équipe notamment qui est en charge du coup maintenant de ce programme au niveau global et qui nous réunit très régulièrement pour que chaque pays raconte, que ce soit les US, le Japon, d'autres pays en Europe, nous, où est-ce qu'on en est, ce à quoi on pense, et puis on s'inspire les uns des autres, donc c'est extrêmement riche. Et en même temps, chacun déploie ce dont il a le plus besoin sur son territoire. Hyper intéressant. Et côté senior, ma dernière question, c'est à partir de quel âge on est senior? C'est souvent une question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a un âge chez vous? Est-ce qu'il y a un critère qui fait qu'on passe senior et qu'on peut notamment bénéficier de tout ça? Alors, chez nous, la définition, c'est à partir de 50 ans. Ok. Quand je dis chez nous, c'est chez nous en France, parce que typiquement, dans d'autres géographies, aux US, c'est une dimension, l'âge dont on ne peut pas parler. Et pour autant, ce programme, on a décidé qu'il soit quand même ouvert à d'autres personnes qui en feraient la demande, même s'ils n'ont pas 50 ans. C'est-à-dire qu'on le dédie particulièrement à cette population, mais il n'est pas fermé et inaccessible aux autres. Ok, très clair. Allez, on va passer à un autre sujet, un sujet dont on parlait juste avant en préparant ce podcast, l'électronisme. Alors tu me disais, j'ai appris grâce à toi que 15% des Français, selon l'INSEE, il me semble il y a 2022-2023, selon une étude, 15% des Français auraient un sujet avec l'accès au digital, l'utilisation du digital. Ça touche forcément les entreprises, toutes les entreprises, Schneider Electric aussi, j'imagine. Comment vous gérez ce sujet de il faut utiliser au quotidien des outils digitaux et il faut notamment permettre aux collaborateurs de pouvoir se former avec ces outils, mais aussi peut-être les former tout simplement au digital. Il me semble que vous avez fait quelque chose sur ce sujet. Effectivement,
Et pour nous, c'est un sujet cœur. On a chez nous des très grands experts en digital sur des systèmes d'architecture complexes. On a des gens experts aussi en cybersécurité. Et on a la volonté, on a un indicateur extra-financier qui est de s'assurer qu'on amène 90% des collaborateurs à passer du niveau basique au niveau de maîtrise, voire d'expertise des sujets digitaux. Donc pour ça, on a tout un tas de formations à la data, à l'IA, en programmation. Mais on a une population plus spécifique qui est pas à l'aise avec le digital. Et ça, je m'en suis rendu compte dans un échange, un peu par hasard, avec notre responsable de santé au travail, qui me disait que dans les déserts médicaux en France, quand on n'est pas à l'aise avec le digital et qu'on n'a pas accès à des outils pour prendre des rendez-vous en ligne, c'est pas forcément évident. Et du coup, ça a fait écho pour moi, ça m'a interpellée, parce que dans nos usines, on a de plus en plus de consoles numériques, d'interfaces homme-machine, pour faire de la détection de panne, pour suivre la production. Et donc, voilà, c'est de là qu'est né, et qu'avec mon équipe, on a construit ce programme en partenariat, et j'aimerais bien les citer, avec Simplon, parce que c'est vraiment un partenaire qui nous a vraiment beaucoup accompagnés. C'est un plan qu'on salue, puisqu'ils sont souvent cités dans ce podcast. Donc, on les invitera peut-être un jour à venir nous partager tout ça. En tout cas, ils font de très belles choses et voilà, l'inclusion numérique est un sujet vraiment pour eux. Et donc le programme qu'on a déployé, il a 2 spécificités. La première, je dirais, c'est vraiment d'avoir décidé de partir des usages personnels. C'est-à-dire qu'on a décidé de dire comment, si je ne suis pas à l'aise, comment je fais pour scanner une feuille, pour l'envoyer à ma mutuelle, comment je fais pour aller sur le site des impôts, comment je fais pour des choses qui sont vraiment de l'usage hors de l'entreprise. Et puis après, on a aussi ajouté des sujets qui sont plus liés à l'administratif qu'on a dans le cadre de l'entreprise, et peu à peu pour amener les gens à se sentir à l'aise, mais dans des usages quotidiens du digital. Ça, c'est la première spécificité. Donc vous partez de leurs besoins à eux pour après les embarquer, j'imagine, puisque c'est des besoins du quotidien, et les embarquer aussi sur d'autres sujets. Exactement. Et donc, on a fait plusieurs sessions, et chaque année, donc c'est un programme qui est assez plébiscité, puisque depuis 2021, quand on l'a lancé, il y a 3000 personnes qui se sont inscrites à ce programme, 400 sessions dans 25 sites industriels, de jour comme de nuit. Et cette année, on inclut notre opérateur digital en IA, Joe, chez nous, et ChatGPT, pour que les gens qui sont pas spontanément à l'aise avec ça le deviennent très, très rapidement. Et ça, c'est en France, mais aussi dans d'autres pays, ou principalement en France pour le moment ? Pour le moment, principalement en France. Principalement en France. Ok, ça marche. Ça fait quelques années, tu disais. Combien de temps exactement que vous avez lancé ce programme ? 2021. 2021, donc bientôt 4 ans. Et quels sont les KPI que tu suis ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit c'est un succès, ça ne l'est pas ? Tu citais quelques chiffres tout à l'heure. Vous fixez, j'imagine, des objectifs. C'est ouvert à tous ? Alors, on travaille avec les sites sur lesquels les RH proposent aux personnes qu'elles accompagnent au quotidien et dont elles savent que ces personnes pourraient avoir envie de participer. Donc, c'est sur proposition. Et nous, en fait, très honnêtement, le seul objectif qu'on suit, c'est sur ce programme-là, c'est le retour des participants. Et en fonction du retour des participants, jusqu'à maintenant, chaque année, on a relancé un chapitre avec des sujets nouveaux que les participants nous disaient qu'ils aimeraient approfondir. Et alors, c'est que du digital, ou il y a aussi du présentiel ? Quand tu disais tout à l'heure, on apprend à scanner une feuille pour l'envoyer à sa mutuelle ou à la sécurité sociale. Tout ça, c'est des modules que vous avez créés en ligne, ou ça se retrouve aussi avec de la formation présentielle sur le sujet ? Alors, du coup, comme c'est des personnes là qui initialement ne sont pas à l'aise avec le digital, pour le coup, toute la formation est avec un formateur de Simplon, en présentiel, en petit groupe, pour que justement ces personnes se sentent plus à l'aise. Donc là-dessus, autant sur d'autres programmes de formation au digital, on a beaucoup de choses en distanciel, en e-learning, autant sur ce programme, il n'y a rien qui est distanciel, c'est vraiment tout en présentiel avec un accompagnement
renforcé, voilà. avec vraiment des personnes qui accompagnent ces populations. C'est assez original. La première fois que j'entends ça, en tout cas dans le Learning Club. Tu connais d'autres entreprises qui ont déployé des programmes similaires autour de toi ou pas Alors, tant que ça? pour être très transparent, on n'en a pas forcément parlé avec les collègues. Après, je sais que c'est la spécificité de Simplon. Et donc, j'imagine qu'ils le font Avec d'autres entreprises. avec d'autres entreprises. Je sais qu'ils le font avec d'autres publics, en dehors des entreprises, bien sûr, mais j'imagine qu'ils accompagnent d'autres collègues aussi. Ok, super. Eh ben, merci. On va maintenant passer au Fast and Curious. Nadège, des questions pour toi que tu as reçues juste avant cet épisode et l'enregistrement. Tu vas venir nous partager, on va découvrir des choses et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, vous retrouverez tout ça en descriptif du podcast, toutes les ressources que tu vas nous partager. On commence avec la première question. Le futur de la formation en un mot, si tu devais nous le décrire, Nadège. Audacieux. Audacieux, on ne l'avait encore jamais eu, donc ravi d'entendre audacieux. Est-ce que tu veux préciser pourquoi tu as pensé à ce mot audacieux? Par rapport au sujet qu'on a abordé ce jour, pour moi, la formation, c'est d'apporter quelque chose aux personnes, aux collectifs dans des transformations. Je pense qu'il faut avoir souvent de l'audace pour défricher des sujets, pour tester des choses, pas savoir toujours si ça va marcher, faire preuve d'influence, faire changer les lignes, faire bouger les lignes, voilà. Et j'en profite pour justement dire que c'est aussi pour ça que tu as gagné le trophée à l'Open Education Night, pour ceux qui n'auraient pas suivi, de Learning Director de l'année, qui est un trophée qui récompense l'impact interne mais aussi externe et qui récompense toutes les initiatives menées par un directeur ou une directrice formation. Donc encore bravo, puisque c'est la communauté Learning qui t'a élu il y a quelques semaines. Et merci encore, c'est toujours touchant d'être reconnu par ses pairs, donc merci beaucoup. Top. Un outil de formation que tu souhaiterais nous partager ou nous faire découvrir, Nadège? Alors, j'ai évoqué l'Ikigai tout à l'heure, et qui est un outil auquel je tiens beaucoup. S'il y en avait un autre, je citerais, alors aussi avec un partenaire avec lequel on travaille, 50, mais c'est l'ancrage en fait. Suite à une transformation, de ne pas s'arrêter aux apprentissages sur les changements comportementaux, mais vraiment de les mettre en œuvre, de les mettre en application avec du nudge dans la durée pour voir justement ce que les personnes dans cette transformation arrivent assez spontanément à changer, et puis là où il y a besoin de revenir et d'accompagner le collectif. Et donc 50, si je ne me trompe pas, c'est du micro-doing, je ne sais pas si c'est où on appelle à l'action et on engage le collaborateur avec des actions, c'est ça? C'est tout à fait Quelque ça. chose que vous utilisez, que vous avez utilisé, c'est ça? Oui, on travaille avec eux sur un des programmes de développement féminin. Ok, top. Un livre ou un podcast que tu souhaites nous faire découvrir? Alors, un podcast lié au sujet dont on a parlé aujourd'hui, et parce qu'il est un petit peu nouveau, c'est Bienvenue dans l'ascenseur. Je le trouve hyper inspirant. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans Bienvenue dans l'ascenseur? On entend des parcours de personnes dont le tracé n'était pas tout établi d'avance, et qui justement partagent leurs défis, partagent leur parcours, partagent ce qu'ils ont appris à travers ce parcours. Et il y a des très beaux parcours. Ok, le lien avec ascenseur social, j'imagine peut-être. Exactement. Okay. Un influenceur, un site, une newsletter, tu as le choix pour cette question, qui t'inspire et que tu nous recommandes de suivre? J'aime beaucoup Welcome to the Jungle parce que je les trouve tant sur le fond que sur la forme super bons et créatifs. Décideur RH aussi, j'aime beaucoup. Et la vision annuelle, le rapport annuel de Deloitte, en général, ce qu'ils écrivent, c'est très ciblé et dans les tendances RH, souvent très très juste. Et qui sort à quel moment? En début d'année ou en fin d'année? Début d'année. Ok, super. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Nadège? Moi, j'adore grimper sur mon vélo. J'ai un parcours en vélo à faire pour aller jusqu'au travail et retrouver mon équipe que j'adore retrouver chaque matin. Ok, vélo été comme hiver? Vélo été comme hiver. C'est beau. Ok. Quelqu'un que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club, qui viendrait nous raconter plein de choses sur le monde du learning et nous inspirer? Alors moi, j'aime beaucoup suivre ce que fait Isabelle Mancel. Okay. Elle m'inspire beaucoup par tout son travail de fond sur la culture, le learning et la culture, et comment justement intégrer dans les pratiques, dans les équipes, cette culture du learning. Et puis après, mais c'est au-delà de notre cercle de collègues dans le learning, mais Shekeba Hashemi, pour moi, c'est quelqu'un qui, par son parcours, incarne justement ce qu'est
qu'est la culture, ce qu'est la formation, ce qu'est voilà, ce qu'est le développement. Alors, je connais Isabelle, je connais un peu moins la deuxième personne que tu as citée. Qu'est-ce qu'elle a fait de concret, cette deuxième personne? Elle travaille, j'imagine, à l'international, vu son nom. Oui. Alors, très jeune, elle a dû fuir l'Afghanistan. Elle est arrivée en France, si j'ai eu bonne mémoire, à peu près vers l'âge de la sixième. Très très vite, elle a appris le français. Je pense qu'au bout d'un an ou deux, elle parlait couramment le français et elle était dans un parcours scolaire comme tous ceux qu'on a pu suivre. Et puis elle a ouvert beaucoup d'écoles en Afghanistan et elle s'est beaucoup battue pour déployer, même au-delà de l'Afghanistan, voilà, le savoir et l'accès à l'éducation dans des endroits où c'est un petit peu plus difficile que ce qu'on a ici en France. Très bien. Et ben, on va contacter Isabelle et puis peut-être que cette deuxième personne pourra aussi la contacter dans les prochaines semaines. En tout cas, merci Nadège. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? On est en cette fin d'année 2024 quand on enregistre ce podcast. C'est quoi les grands challenges pour toi, pour Schneider Electric, pour tes sujets autour de l'inclusion et la formation? Tu es très engagé sur ces sujets. Quel est le challenge de l'année 2025? Le challenge pour nous, si on continue sur la partie inclusion, ce sera inclusion et formation, ce sera de continuer à apporter une attention particulière à chaque génération ou chaque groupe qu'on accompagne, tout en nous assurant qu'on ne fragmente pas et qu'en fait on fait rejoindre les différentes typologies de populations qu'on accompagne dans leurs besoins. Et typiquement, on a une idée en tête, c'est de faire rejoindre le programme dont je viens de parler, qui est plus pour les seniors, avec un programme qui est pour les juniors, et d'avoir des rencontres qui fassent émerger peut-être d'autres choses. De la génération X, si je ne me trompe pas, jusqu'à la génération Alpha, qui est la nouvelle génération. Donc 4 générations dans l'entreprise, c'est, on le sait, un sujet. En tout cas, merci Nadège d'avoir passé cette demi-heure avec nous. On espère que cet épisode nous a plu. Si on veut te retrouver, j'imagine qu'on peut échanger avec toi sur LinkedIn ou sur pas mal d'événements, puisqu'on te croise quand même sur beaucoup d'événements dans le monde du learning. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager ce podcast. Et encore une fois, merci beaucoup Nadège pour cette demi-heure avec nous. Merci aussi.